Si ce message a atteint ce point, ce n'était pas une coïncidence. Il existe des moments très spécifiques dans la vie où l'âme peut percevoir une vérité bien avant que la raison ne puisse la comprendre ou la traiter. Ce sentiment persistant, cette prémonition qui ne donne aucun repos et reste latente dans l'arrière-plan de l'esprit, a une raison et un profond motif. La vie essaie de communiquer quelque chose qui est directement lié à cette histoire, avec ce lien spécial et avec une décision qui ne peut plus être reportée. Ce n'est pas une menace, ni une tentative d'instiller la peur avec ces mots. Il s'agit d'une vérité qui demande à être entendue maintenant, avant que le silence ne cause plus de blessures que n'importe quel mot mal exprimé. La confusion a été ressentie intensément. Il y a des jours où tout semble se refroidir sans raison apparente lorsque la distance physique et émotionnelle grandit de manière disproportionnée, et des moments ultérieurs où des signes apparaissent, des souvenirs soudains ou de petits gestes qui ravivent de cette flamme qui n'a jamais été complètement éteinte. Cette instabilité émotionnelle n'est pas une coïncidence et n'est pas un produit de l'imagination. C'est le reflet exact d'un conflit intérieur qui n'appartient pas à celui qui entend ce message, mais vient de l'autre côté du lien. Il y a une bataille féroce entre la fierté et le sentiment, entre la peur de la vulnérabilité et le besoin de rester, entre laisser aller la connexion ou avoir le courage de faire face à sa propre vérité. L'univers et l'énergie observent ce qui échappe à l'œil nu. Ces moments de profond désir sont perçus lorsque personne d'autre n'est présent. La peur qui est dissimulée est remarquée, les mots qui sont répétés devant le miroir et jamais envoyés, et les décisions qui sont retardées par manque de courage. Car accepter un véritable engagement signifie nécessairement accepter une transformation profonde, et le changement fait toujours peur. Effrayant, car aimer par authenticité signifie renoncer au contrôle, démonter les mécanismes de défense construits au fil des ans et emprunter un chemin inconnu sur lequel il n'est plus possible de feindre l'indifférence. Peut-être la question s'est-elle posée de savoir si la situation est idéalisée, si l'on attend de quelque chose qui semble bloqué, ou si cette connexion est réelle, ou juste une illusion créée par le désir de la société. Ce doute fait profondément mal, car il fatigue le cœur, l'épuisant à sentir qu'il donne plus, ressent plus intensément et attend avec une patience apparemment infinie. Mais il est nécessaire de recevoir ce soulagement avec calme. Lorsqu'une connexion naît d'une racine profonde et authentique, elle ne s'épuise pas avec le temps ou la distance. Au contraire, elle se transforme et mise à l'épreuve s'étire jusqu'à la limite de la résistance mais ne disparaît pas. Lorsque quelqu'un essaie de fuir ce qui est réel, la vie elle-même pourvoit à confronter cette fuite. Il y a quelque chose qui est sur le point de se briser chez cette personne qui s'est éloignée. Ce n'est pas une rupture négative, mais une rupture nécessaire des masques. Car il arrive un moment où prétendre que ce lien n'est pas important devient une tâche impossible. Le vide laissé par l'absence pèse beaucoup plus lourd que la peur de l'engagement. Et c'est précisément là que des actions inattendues commencent à surgir. Non pas parce que tout a été magiquement résolu, mais parce que l'âme ne peut plus supporter de continuer à dissimuler ce qui crie dans le silence. Ce message ne vient pas inciter à forcer les situations. La vie ne demande pas de poursuivre, d'insister ou de vivre une épuisante émotionnelle en essayant de convaincre quelqu'un. Au contraire, seulement aussi au contraire, l'observation et la confiance sont requises, et surtout ne pas trahir propre intuition par peur de la perte. Car si l'on choisit à partir de la vérité intérieure, le destin répond avec clarté. Mais si l'on choisit par peur et appréhension, tout tend à stagner. Il y a maintenant deux chemins visibles. D'un côté, vous continuez à douter de ce que vous ressentez, minimisant les signes et essayant de convaincre le cœur qu'il vaut peut-être mieux laisser aller avant de subir plus de dommages. Ce chemin semble sûr et logique, mais s'éloigne lentement de ce qui était destiné à grandir et à mûrir. De l'autre chemin, on choisit de rester ferme, sans mendier d'attention, sans forcer les rencontres, mais sans fermer son cœur
à la possibilité de simplement rester dans un lieu de dignité et de foi et de permettre à l'autre partie de traverser son propre processus. La conséquence d'agir sur cette certitude, et c'est la clarté. La conséquence de ne pas le faire est de répéter des cycles douloureux, les mêmes histoires, le même vide et les mêmes questions sans réponse. La vie répète les leçons non pas comme une punition, mais comme une forme d'enseignement, car elle sait qu'à l'intérieur existe une immense capacité à aimer, mais aussi une tendance à endurer trop quand il ne le faut pas. C'est le soulagement qui doit être entendu aujourd'hui. Il n'y a pas de solitude dans ce processus. Vous n'imaginez pas tout ce qui se passe. Il y a des mouvements subtils qui ont déjà commencé, des décisions intérieures qui ne se manifestent pas encore au niveau matériel, mais peuvent être ressenties au niveau énergétique. Le destin n'est pas pressé, mais il ne s'arrête pas non plus. Et lorsque le moment exact arrive, tout s'aligne d'une manière que l'esprit logique ne peut pas contrôler. Cette personne ressent l'absence, même s'il y a la présence physique d'autres. Elle ressent le risque immédiat de perdre la connexion, même si la sécurité est feinte. Car les âmes qui sont connectées par quelque chose de plus grand ne sont pas remplacées. Elles se reconnaissent. Et lorsque l'une essaie de fuir, la vie lui montre encore et encore le même nom, le même souvenir et le même sentiment. Il est crucial de prêter attention à la façon dont votre corps et vos émotions se sentent. Non par peur de vouloir des résultats maintenant, mais dans le calme de savoir que ce qui vient n'est pas d'une impulsion momentanée, mais d'une vérité qui a déjà mûri dans le silence. Et lorsque cette phase d'incertitude sera terminée, on comprendra pourquoi rien ne s'est passé plus tôt, pourquoi il était nécessaire de traverser ce chemin solitaire et pourquoi cette attente a été permise avant l'action. Mais pour comprendre pourquoi cette personne fuit quelque chose qu'elle désire tant, il faut d'abord comprendre la bataille qui se déroule dans son ombre. Quelque chose que la psychologie des profondeurs essaie d'expliquer depuis un siècle et qui révèle la véritable raison derrière son comportement erratique. Si vous êtes KO prêt à intégrer cet enseignement dans votre vie, écrivez dans les commentaires « Je fais confiance à mon intuition ». Pour comprendre véritablement pourquoi la distance se produit précisément lorsque la connexion semble la plus profonde, il est nécessaire de recourir à une vision qui va au-delà de la superficialité. Carl Jung, l'un des pionniers de l'étude de la psyché humaine, a parlé de concepts qui expliquant avec une précision chirurgicale ce qui se passe dans l'esprit et le cœur de celui qui choisit de créer de la distance. Ce n'est pas un manque d'amour ou d'intérêt. Il s'agit d'un phénomène psychologique et spirituel beaucoup plus complexe, connu sous le nom d'effet miroir et de rencontre avec l'ombre. Comprendre cela est la clé pour ne plus prendre le rejet personnellement et commencer à le voir comme un symptôme d'un processus d'éveil. Lorsque deux personnes partagent un lien de cette ampleur, la connexion agit comme un miroir impeccable. Un miroir ne juge pas. Il reflète simplement tout ce qui est placé devant lui avec une clarté absolue. Dans ce lien, l'autre personne ne voit pas seulement la lumière, l'affection et la compréhension qui lui sont offertes. Elle voit aussi ses propres lacunes reflétées, ses peurs non résolues et ses vieilles blessures qui n'ont pas encore guéri. Jung a expliqué que tout ce qui n'est pas confronté à l'intérieur fait apparaître le destin à l'extérieur. Par conséquent, la présence de quelqu'un qui offre un amour inconditionnel et une acceptation complète peut être effrayante pour ceux qui n'ont pas encore appris à s'aimer et à s'accepter eux-mêmes. C'est là que le concept d'ombre entre en jeu. L'ombre représente toutes ces parties de la personnalité qui ont été cachées, réprimées ou niées par peur de ne pas être acceptées. Cela peut être des insécurités profondes, des sentiments de ne pas être à la hauteur ou la peur d'être abandonné. Lorsque l'intensité de cet amour touche ces zones sombres, la réaction instinctive de l'ego est la protection. La personne ne fuit pas celui qui l'aime, elle fuit ce que cet amour lui fait ressentir à propos d'elle-même. Elle fuit la vulnérabilité que cela signifie de se montrer telle qu'elle est, sans armure et sans masque.
La connexion est si lumineuse qu'elle éclaire les recoins que cette personne préférerait garder dans l'obscurité. C'est l'origine de l'instabilité qui est si déroutante. Un jour, le désir de connexion l'emporte et il y a rapprochement, chaleur et promesse. Mais le lendemain, la peur d'être vraiment vu, la peur que l'ombre soit exposée prend le contrôle et provoque la fuite. C'est un cycle de « je veux que tu sois près de moi, mais je te repousse parce que ta lumière m'aveugle ». Il est crucial de comprendre que ce comportement n'est pas un jugement sur la valeur de ceux qui attendent, mais une confession de la peur de ceux qui fuient. Cette personne mène une bataille silencieuse entre le désir d'être absorbé dans le lien et l'horreur de perdre son identité ou le contrôle sur ses émotions. Accepter un véritable amour nécessite un niveau de bravoure que tout le monde ne possède pas au même moment. Cela signifie arrêter de contrôler et de démonter les défenses et marcher sur un terrain où l'on ne peut plus prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Et cela fait peur. C'est effrayant car aimer véritablement signifie s'exposer émotionnellement. Peut-être vous êtes-vous demandé si vous idéalisiez, si vous attendiez trop, ou si cette connexion est réelle. Ce doute fait mal, car il fatigue le cœur de sentir que vous donnez plus, ressentez plus et attendez plus. Mais vous devez écouter cela calmement. Lorsqu'une connexion vient d'une vérité profonde, elle ne s'éteint pas, elle se transforme. L'erreur la plus courante à ce stade est d'essayer de forcer le rapprochement en supposant qu'avec plus de preuves d'amour, l'anxiété de l'autre peut être apaisée. Cependant, du point de vue de ce miroir psychologique, le reflet qui effréousse l'autre partie devient plus grand à mesure que l'on poursuit. Si vous approchez quelqu'un qui a peur de sa propre ombre, cette personne recule instinctivement pour se protéger. La persécution est interprétée inconsciemment comme une pression pour faire face à quelque chose pour lequel on ne se sent pas encore prêt. Par conséquent, l'instabilité n'est pas accidentelle. C'est le reflet d'un conflit intérieur qui n'appartient pas seulement à celui qui attend. Il y a quelqu'un qui lutte entre fierté et amour, entre fuir et rester, entre perdre la chance d'une vie épanouie ou affronter ses propres démons. La vie voit ce qui ne peut être vu à l'œil nu. Elle voit les nuits où cette personne pense à se lier lorsque personne d'autre ne le sait. Elle voit la peur qui n'est pas exprimée, les mots qui sont répétés et jamais envoyés, les décisions qui sont retardées. Car accepter l'amour signifie aussi accepter le changement, et c'est ce qui crée la résistance. Il est fondamental de comprendre que, paradoxalement, la fuite est seule preuve de l'importance du lien. Si la connexion était superficielle, il n'y aurait pas besoin de fuir car il n'y aurait rien en jeu. Personne ne construit de murs contre quelque chose qui n'est pas important pour lui. On construit des forteresses autour de ce que l'on considère précieux et vulnérable. La distance est en fait un refuge temporaire où cette personne essaie de réorganiser son monde intérieur qui a été secoué par l'arrivée de cet amour. Elle essaie de retrouver un sens du contrôle qu'elle a perdu au moment où le cœur a commencé à ressentir si intensément. Dans ce scénario, la fierté agit comme un gardien sauvage. Admettre que l'on a besoin de quelqu'un, admettre que l'on avait tort de s'éloigner, nécessite une mort de l'ego, et l'ego se battra jusqu'à la fin pour survivre. C'est pourquoi on observe des comportements contradictoires, une froideur soudaine ou un silence persistant. Ce n'est pas une indifférence réelle, c'est un acte, un déguisement que l'ego utilise pour gagner du temps, pendant que l'âme continue de pousser vers la vérité. Jung a dit que nous ne nous éclairons pas en imaginant des figures lumineuses, mais en prenant conscience de l'obscurité. Et ce lien force l'autre personne à rendre sa propre obscurité consciente, qu'elle le veuille ou non. Ce doute qui surgit en regardant des comportements erratiques fait mal car il fatigue de sentir que les balances et bosses sont déséquilibrées. Mais il faut se rappeler que lorsque quelqu'un essaie de fuir ce qui est réel, la vie se soucie de les confronter. Il y a quelque chose qui est sur le point de se briser dans cette structure défensive, non pas de manière négative, mais de manière nécessaire. Il arrive à un moment où faire semblant que cela n'a pas d'importance devient impossible car le vide l'emporte sur la peur.
Et c'est précisément là, à cette frontière, que des actions inattendues se produisent. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que l'âme ne peut plus supporter l'incohérence. Par conséquent, la stratégie n'est pas de briser le miroir ou d'essayer de le nettoyer pour l'autre personne. La stratégie est de permettre au reflet de faire son travail. En restant dans son propre centre, sans poursuivre et s'enfuir, on offre à l'autre partie la seule réelle chance de voir son ombre sans se sentir attaqué. On crée un espace sûr où la peur peut lentement se transformer en curiosité, puis en acceptation. C'est un acte de foi immense de faire confiance au fait que le processus intérieur de l'autre est en cours, même si l'on ne voit pas de résultats externes immédiats. Et c'est exactement là que se produit l'erreur que la majorité fait. Essayer de forcer le rapprochement ou exiger des explications logiques pour un processus qui est purement émotionnel et spirituel, sans savoir qu'en agissant ainsi, on empêche l'autre partie de faire face à son propre vide. Elle est privée de l'opportunité de manquer, d'apprécier et de reconnaître par ses propres moyens ce qu'elle est en train de perdre. Pour que le retour soit réel et durable, il doit naître de la liberté et de la compréhension propre de l'autre personne et non de la persistance externe. Et pour que cela se produise, quelque chose de fondamental doit d'abord être vécu. La physique de l'absence. Comprendre la dynamique de l'ombre n'est que le premier pas pour débloquer la situation. Une fois que vous comprenez que fuir n'est pas un rejet personnel, mais une réaction défensive à un miroir trop brillant, la question se pose de savoir comment y réagir. La réponse ne réside pas dans la persistance ou la persuasion verbale, mais dans un principe beaucoup plus ancien et puissant qui régit toutes les interactions dans l'univers. La physique de l'énergie et la loi du vide. Il existe un mécanisme invisible dans les relations humaines qui fonctionne avec la même précision que la gravité. Et lorsque l'on apprend à agir en faveur de cette loi, au lieu de lutter contre elle, la dynamique de l'attachement change radicalement. Jusqu'à ce moment, l'inertie naturelle nous a probablement poussés à chercher, essayer de réparer, demander des explications ou simplement maintenir une présence constante pour empêcher l'oubli de s'installer. C'est une réaction humaine et compréhensible. Lorsque vous sentez quelque chose de précieux vous échapper, l'instinct primaire est de courir après pour s'y accrocher. Cependant, au niveau énergétique, cette persécution produit un effet paradoxal et contre-productif. Imaginez que le lien est une corde tendue qui relie deux extrémités. Si un côté tire vers lui avec force et essaie de rapprocher l'autre, la réaction immédiate de l'autre côté sera de tirer dans la direction opposée pour garder l'équilibre et ne pas perdre sa position. Tant qu'il y a une force qui poursuit, il y aura inévitablement une force qui résiste et fuit. C'est là que la physique de l'absence entre en jeu. Tout le temps où l'attention était fixée sur l'autre personne, envoyant des messages, vérifiant ses mouvements ou simplement consacrant des heures à une pensée obsessive, son ego et sa sécurité étaient énergétiquement nourris. Ceux qui fuient se sentent fondamentalement en position de pouvoir et de confort. Il sait que quelqu'un attend. Il sait qu'il y a un filet de sécurité émotionnelle qui a été tissé par le dévouement de l'autre. Cette certitude lui permet de maintenir une distance sans ressentir le véritable poids de la solitude. L'énergie envoyée agit comme un carburant, lui permettant de continuer à courir sans se fatiguer, car il n'a pas à faire face à l'incertitude de la perte. Mais que se passe-t-il lorsque cette source d'énergie s'arrête soudainement? Lorsque la décision consciente était prise de retirer l'attention non pas comme une stratégie de manipulation ou de punition, mais comme un acte de respect de soi et de préservation, un changement drastique dans l'équation se produit. En là, la résistance de l'autre côté n'a plus rien contre quoi se battre. La force qu'il exerçait pour s'éloigner perd soudainement son but et l'inertie le fait perdre son équilibre. Ceux qui ont fui se retrouvent soudain dans un espace statique, sans personne sur leurs talons, et alors, le véritable silence fait son entrée triomphale. Ce silence n'est pas simplement l'absence de bruit ou de message texte, c'est un vide énergétique palpable.
La physique nous enseigne que la nature a boré le vide et essaie toujours de le remplir. Lorsque l'énergie qui enveloppait et soutenait l'autre personne est retirée, un espace creux se crée autour d'eux. Au départ, cette personne peut ressentir un soulagement superficiel et penser qu'elle a repris son espace de vie, mais ce sentiment est éphémère. Le soulagement se transforme rapidement en étrangeté, puis en profonde agitation. Cette personne commence à remarquer un froid inhabituel, un manque de vitalité dans son quotidien qu'elle ne peut pas expliquer logiquement. C'est comme si quelqu'un avait baissé le volume de sa vie ou éteint une lumière qui, bien qu'elle l'ait parfois dérangée par son intensité, lui donnait chaleur et direction. Dans cet état de vide, l'esprit de celui qui est parti commence à fonctionner différemment. Il ne dépense plus son énergie à construire des murs ou des excuses pour éviter d'être atteint, car personne ne le poursuit plus. Maintenant, cette énergie mentale est libre, et comme elle n'a pas d'ennemi externe à se protéger, elle se tourne vers l'intérieur. La curiosité commence à s'éveiller. Il se demande pourquoi la recherche a cessé, si l'intérêt a peut-être disparu, ou s'il a enfin perdu cette inconditionnalité qu'il tenait pour acquise. Le doute qui appartenait auparavant exclusivement à celui qui attendait change maintenant de camp et s'installe dans l'esprit de celui qui est parti. Il est crucial de comprendre que ce processus ne se produit pas du jour au lendemain, mais il est inévitable. En retirant l'attention, vous redonnez à l'autre partie l'entière responsabilité de ses émotions. Auparavant, une seule personne portait la peur et la crainte de la perte. Maintenant, ce poids revient à son propriétaire d'origine. L'autre partie est forcée de ressentir l'ampleur de la séparation sans anesthésie. Elle doit faire face à la réalité de sa vie sans la chaleur constante qu'elle recevait. Et c'est dans ce contraste que la véritable appréciation nie. Personne n'apprécie l'air jusqu'à ce qu'il commence à être absent. Et personne n'apprécie la profonde présence d'un lien jusqu'à ce que l'absence devienne une réalité tangible et non juste une menace lointaine. Ce drain d'énergie doit être réel pour que cela fonctionne. Il ne sert à rien d'arrêter d'écrire si l'esprit est encore possédé et crie le nom de cette personne en silence. L'énergie ne sait pas mentir, et la connexion invisible transmet l'intention derrière l'action. La physique de l'absence exige que le focus change réellement, revenant à son centre, au soin de soi et à la croissance. Lorsque la vibration change de la dépendance à l'autosuffisance, le message envoyé à l'univers et à l'autre personne est de dignité et de haute valeur. Et il n'y a rien de plus magnétique dans l'univers qu'un être qui se sent complet par lui-même et n'a pas besoin de mendier de l'affection pour se sentir valide. À ce stade, l'autre personne commence à éprouver ce qui pourrait être appelé des symptômes de retrait énergétique. Il pourrait essayer de provoquer de petites réactions pour vérifier s'il est toujours en contrôle en envoyant des signaux confus ou en montrant des apparences fugaces. Ce ne sont pas encore de réelles tentatives de retour. Il y a des vérifications de sécurité pour voir si la corde est toujours aux cordes, et toujours là. Si vous restez ferme et ne réagissez pas impulsivement à ces miettes, l'effet sur votre psyché est doublé. La confirmation que quelque chose a profondément changé dans la dynamique crée une nouvelle urgence. Le sol sûr sur lequel elle marchait a disparu. Et maintenant, elle doit apprendre à se tenir ou trouver un moyen de réparer le pont qu'elle a aidé à brûler. Le vide énergétique agit comme un amplificateur de vérité. Sans le bruit de la persécution et du drame, l'essence pure du sentiment demeure. Si le lien est réel, le silence ne le tuera pas. Au contraire, il les fera résonner avec une clarté assourdissante. La distance physique cesse d'être un soulagement et devient un tourment silencieux. L'autre partie commence à ressentir le besoin viscéral de rétablir cette connexion, non pas parce qu'elle y est contrainte, mais parce que son propre âme commence à avoir faim de cette énergie qu'elle a précédemment rejetée. Elle réalise que la liberté qu'elle pensait rechercher semble vide, sans la personne qui a donné un sens à cette liberté. C'est un moment délicat et puissant. Les balances se sont équilibrées.
Il n'y a plus de persécuteur ni de persécuté. Il n'y a que deux êtres qui font face à leur propre vérité en silence. Et tant que cette attitude de non-action extérieure, mais de grand mouvement intérieur est maintenue, le terrain est préparé pour la prochaine phase. Car si le silence devient insupportable et que l'ego ne reçoit plus sa nourriture habituelle, la personne essaiera de combler ce vide. Elle essaiera de se distraire, de chercher du bruit à l'extérieur pour faire taire le bruit à l'intérieur. Mais comme nous le verrons ensuite, elle découvrira très bientôt que lorsqu'une connexion vient de l'âme, il n'y a pas de substituts qui peuvent tromper le cœur pendant longtemps. Au moment où la persécution s'arrête, une phase silencieuse mais dévastatrice commence pour celui qui a décidé de partir. Une phase où les distractions cessent de fondement de fonctionner. Une fois que le vide énergétique s'installe, la réaction initiale de celui qui s'est éloigné n'est généralement pas une reddition immédiate, mais une tentative désespérée d'évitement. L'esprit humain, lorsqu'il est confronté à une vérité inconfortable ou à une absence douloureuse, cherche instinctivement une anesthésie. À ce stade, il est très courant que l'autre personne essaie de combler le vide qui s'est créé avec du bruit, une activité frénétique ou la présence d'autres personnes. C'est la dernière ressource de l'ego pour prouver à lui-même qu'il est en contrôle, qu'il peut survivre sans ce lien profond et que la décision de partir était juste. Elle s'immerge dans le travail, intensifie sa vie sociale ou cherche des distractions superficielles qui lui permettent de ne pas penser, de ne pas ressentir et surtout de ne pas se souvenir. Cependant, c'est à ce moment qu'un phénomène inévitable se produit si la connexion est authentique. En essayant de chercher ailleurs ce qui n'était trouvé que dans ce lien spécial, elle se heurte à un mur invisible. La vie lui permet de chercher. Elle lui permet d'explorer des options et elle lui permet d'essayer de se connecter à de nouvelles énergies. Mais elle le fait non pas pour punir qui que ce soit, mais pour montrer l'abyssale différence entre le superficiel et ce qui est de l'âme. Chaque tentative de substitution devient un douloureux rappel de ce qui a été perdu. Cette personne peut sortir avec quelqu'un, rencontrer de nouvelles personnes, commencer des conversations avec des intentions romantiques ou simplement chercher une validation externe. Mais elle remarquera quelque chose qu'elle trouvera profondément troublant. Les conversations semblent vides, sans rythme ni profondeur. La chimie qui coule naturellement dans une connexion d'âme ne peut pas être établie artificiellement avec quelqu'un d'autre. Cette personne se retrouvera assise en face de quelqu'un d'autre. Peut-être quelqu'un qui remplit toutes les exigences logiques pour être un bon partenaire, et pourtant, elle ressentira un ennui existentiel insupportable. Elle remarquera qu'elle doit forcer le rire, qu'elle doit trop expliquer ses pensées, que ce confort télépathique n'existe pas, où un regard suffirait à se comprendre. Ce qu'elle cherchait comme une distraction agréable se transforme paradoxalement en Twitter, une torture silencieuse. La comparaison devient inévitable et cruelle pour les substituts. Chaque défaut de la nouvelle rencontre met en lumière une vertu d'attachement qu'il a laissée derrière. La superficialité des autres fait briller la profondeur de la connexion qu'elle essaie d'oublier. À ce stade, les excuses qu'elle s'est données pour justifier l'évasion commencent à sonner creux. Elle s'est dit qu'elle avait besoin d'espace, qu'elle avait besoin de liberté, qu'il y avait peut-être quelqu'un de mieux ou de plus simple, là dehors. Mais la réalité lui montre que la simplicité, c'est parfois synonyme de vide, et que la liberté ne sert à rien si elle ressemble à un désert. La tentative de se convaincre que le temps effacera tout échoue misérablement. Loin d'effacer la mémoire, la distance et les comparaisons ratées, la police la rendant plus aiguisée et plus désirable. Elle réalise que la perte de ce lien ne serait pas une perte ordinaire, mais une profonde blessure qui ne guérit pas avec des distractions ou de nouvelles histoires éphémères. Lorsque les distractions externes échouent, le silence revient avec une force multipliée. Alors commence ce que l'on appelle dans les traditions spirituelles la nuit noire de l'âme, mais adaptée à la psychologie de la résistance. C'est une période de crise interne où les défenses tombent. Cette personne commence à perdre la capacité de dormir paisiblement.
Les nuits deviennent de longues scènes de débats mentaux. Les conversations qu'ils avaient se répètent encore et encore. Les moments où elle se sentait parfaitement en sécurité et les moments où la peur la faisait reculer. Elle commence à remettre en question sa propre narration. Elle ne peut plus blâmer l'intensité de l'autre, ni les circonstances, ni le moment inapproprié. Elle se retrouve seule avec sa propre lâcheté émotionnelle et ses dévastateurs pour la fierté. La fierté qui servait auparavant d'armure se sent maintenant comme une cage. Cette personne veut s'approcher. Elle ressent l'impulsion physique de prendre le téléphone ou de chercher une rencontre. Mais c'est précisément à ce moment d'épuisement intérieur qu'un changement silencieux mais imparable commence. Lorsque l'ego se brise parce qu'il ne peut plus supporter le poids de ses propres contradictions, quelque chose de plus vrai, de plus honnête émerge en dessous. Le besoin de paix, pas pour la victoire, pas pour le contrôle, mais pour la paix dans le cœur. Le désir qu'elle a essayé de réprimer pendant si longtemps prend de la force et se transforme en une clarté qui ne peut plus être ignorée. Elle réalise qu'aucune autre personne, aucune distraction et aucune évasion ne peut combler le vide qui est exactement le type de connexion dont elle s'est enfuie. Et cette réalisation, aussi douloureuse soit-elle, est le début de la volonté de s'ouvrir à nouveau. Et puis, presque imperceptiblement, l'énergie commence à changer. Les pensées deviennent plus douces, le cœur moins défensif. Non pas parce que la peur a disparu, mais parce que l'insight a mûri, que le véritable danger n'est pas dans la proximité de l'être aimé, mais dans la tentative de vivre sans lui. Dans cette reddition silencieuse, le premier véritable élan de retour émerge non pas par culpabilité, non pas par solitude, mais par la profonde connaissance que ce dont vous avez fui est exactement ce dont vous avez besoin pour redevenir entier. Et c'est précisément à ce moment, sur le seuil entre la peur et le courage, que le moment se prépare, lorsque le cœur fait enfin ce que l'âme a depuis longtemps décidé.